Choisir un camp. Épilogue. Louise, 13 novembre 1989. Depuis plusieurs jours, Walter et moi, malgré notre âge avancé, passons beaucoup de temps devant notre poste de télévision, parfois tard, pour ne rien manquer. Ceci dit, mon Walter ne fait pas du tout ses 76 ans, et lui prétend que je parais plus avoir 50 ans que 69. L'amour lui fait vraiment dire n'importe quoi. Le soir du 9 novembre, pendant des heures, nous sommes restés en haleine devant les images et les commentaires diffusés en dents de scie sur notre petit écran. À 19h20, pendant le journal télévisé Heute Journal, le présentateur, hésitant, a rendu compte de la conférence de presse de la réunion du comité central du CED, dont le porte-parole avait annoncé que la possibilité pour les habitants de l'Allemagne de l'Est de pouvoir voyager à l'Ouest était acquise, et ce, alors que le parti refusait toujours d'engager des réformes malgré les pressions soviétiques et l'effondrement du régime communiste en Pologne et en Hongrie. Et à la question d'un journaliste qui avait demandé à partir de quand, il avait même précisé, après une hésitation et avoir consulté ses notes, « Autant que je sache, immédiatement ». Aussi, dès 20h, les journalistes de l'Ouest avaient fait part de rassemblements de population du côté Est, aux différents points de passage. Vers 21h, la télévision et les radios avaient indiqué que certains de ces passages laissaient passer des flots de gens de l'Est à l'Ouest. L'atmosphère semblait tendue. Comment allaient réagir les autorités est-allemandes, russes? En voyant cette masse de gens grimper sur le mur qui, depuis 1961, sépare Berlin-Ouest du côté Est, combien de fois ai-je répété à mon cher et tendre époux « Faites qu'ils descendent de ce mur, ils vont se faire massacrer. Mon Dieu, pourvu que personne ne tire un coup de fusil, dans la panique, ce serait un tel carnage. » Nous ne pouvions écarter l'option d'une éventuelle réaction des troupes est-allemandes et soviétiques. Tout cela était trop beau, trop facile, trop banal pour être vrai. L'impensable s'était pourtant enfin produit. L'histoire était tout simplement en train de se faire. La suite des événements nous a rassurés, d'autant que nos deux derniers enfants, Martin et Julia, les jumeaux, n'ont rien trouvé de mieux que de se précipiter à Berlin pour être au plus près des événements, attirant dans leur sillage le fils de Heidi, qui vit pourtant en France. Car nous sommes les grands-parents de 5 petits-enfants. Nos enfants, du moins les 2 aînés, ont déjà atteint la quarantaine. Max, qui a suivi les traces de son père, mais en choisissant la chirurgie cardiaque, a eu 2 enfants avec son épouse Anya, Diane et Andreas, âgés respectivement de 10 et 7 ans. Heidi, notre aînée, passionnée d'équitation et cavalière émérite, a posé ses valises en France, où elle a rencontré son mari vétérinaire, Daniel, alors qu'elle suivait une formation de moniteur d'équitation dans un haras à Méotis. La famille vit dans la propriété de Sainte-Mère-Église, que j'ai héritée de mes parents et qu'ils entretiennent. Ainsi, nous avons toujours notre point de chute pour les vacances en Normandie. Ils ont 3 enfants, Thomas, Nicolas et Caroline, âgés respectivement de 19 ans, 16 ans et 12 ans. Nos jumeaux, à 32 ans, sont toujours célibataires et ont tous 2 choisi des métiers artistiques. L'un pianiste au AR Symphony Orchester, l'autre danseuse dans le ballet de Francfort, où ils vivent tous les 2. Bref, nos jumeaux et l'aîné de nos petits-enfants étaient aux premières loges de ce qui va marquer cette année 1989, la fin d'une époque. La fin de ce mur érigé il y a presque 30 ans, qui symbolise la guerre froide et la rupture brutale entre 2 mondes, Est et Ouest, avec en guise de décor barbelés et miradors. Il avait été édifié de nuit et l'effet de surprise avait été total, bien que le mur n'était alors constitué que de quelques briques et de barbelés. Les résidents de l'Est travaillant à l'Ouest et qui touchaient un salaire correct avaient été les premiers à s'indigner. Les voisins, les familles avaient été soudainement séparés. Pendant les semaines qui avaient suivi l'édification, les journalistes de l'Ouest avaient fourni de nombreuses photographies utilisées par la propagande occidentale. Je me souviens qu'on y voyait des scènes désolantes, telles ces grands-mères adressant des signes de la main à leurs petits-enfants par-delà le mur, récent et donc encore bas. Mais le 9 novembre 1989, l'enceinte s'était lézardée peu à peu,
jusqu'à s'effondrer totalement. 2 jours plus tard, devant un pan du mur meurtri, Ostropovitch, le plus célèbre des violoncellistes, s'était mis à interpréter une suite de Bach qu'il avait dédiée à ceux qui sont morts pour la liberté. Un moment historique qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Pendant ces 3 jours, c'est l'émotion qui nous avait dominés. La joie n'est venue qu'après, dans les jours qui ont suivi, comme si l'accueillir d'un seul bloc avait été risqué. Ces morceaux de mur feront le bonheur des collectionneurs de tout poil, déclare Walter. Un sourire est ma seule réponse à cette sortie un peu laconique. Mais il a certainement raison. Il y a bien des Français qui gardent des pavés de mai 68 en souvenir. Et le mur de Berlin représente encore bien plus. 9 novembre 1970, mort du général de Gaulle. 9 novembre 1989, chute du mur de Berlin. Il est des dates qui constituent des marqueurs forts de l'histoire, déclamai-je. Je me demande comment les Allemands de l'Est, qui sont loin de Berlin, réagissent à cet événement. C'était aussi un 9 novembre qu'avait eu lieu l'abdication du Kaiser Guillaume II en 1918 et la nuit de cristal en 1938, précise mon mari adoré. Mais tu sais, chérie, en ce qui concerne le mur, il sentait déjà depuis plusieurs mois qu'un changement était dans l'air, tout comme nous. Lénine disait qu'une révolution risque d'arriver quand les gens en bas ne veulent plus et que les gens en haut ne peuvent plus continuer de vivre à l'ancienne manière. Mais le pouvoir en place et la stasie, omniprésente, arrivaient encore à contenir le mécontentement des gens qui commençaient à monter. « Tu cites Lénine, toi, maintenant » dis-je moqueuse. « Mais tu as raison. Une quelconque expression politique à l'Est était impensable, vu l'extrême sévérité de la juridiction militaire. Pourtant, à l'automne, partout en RDA, les gens ont commencé à descendre dans les rues pour manifester et protester contre le gouvernement, la politique du parti SED et la Stasi. Au risque que les soldats sortent de leur caserne pour réprimer les manifestations avec violence si nécessaire, comme ils l'avaient déjà fait auparavant avec des arrestations de masse. En effet, donc, quand les journalistes le 9 novembre ont parlé d'un événement incroyable, inimaginable, j'ai eu du mal à y croire, réagit Walter. Il y a encore peu de temps, des gens mouraient quand ils essayaient de traverser cette frontière. J'ai pensé alors à des amis vivant comme moi en RFA, mais originaires de régions situées en RDA, ou à ceux arrivés après la construction du mur, fuyant l'Allemagne de l'Est, certains pour des raisons politiques, et laissant une partie ou la totalité de la famille rester de l'autre côté, sans avoir le droit de la voir pendant des années. « Tu as envie de revoir ta ville natale, mon amour ?» demandai-je. « Tu ne l'as jamais revue depuis 1945. » J'aimerais surtout te la montrer à toi. Leipzig était une jolie ville, pleine de trésors historiques, culturels, architecturaux. Je ne sais pas ce qu'il en reste, ajoute-t-il d'un air soucieux. Il est certain que nous n'oublierons pas ces images diffusées à la télévision. Les rues pleines de gens où, jadis, les soldats bloquaient l'approche du mur. Je me souviens surtout des jeunes, jubilants, grimpant sur le mur. Certains se promenaient en tenant dans leurs mains d'énormes pierres provenant de ce qui restera un symbole. De ce que j'ai pu ressentir ces derniers jours, c'est qu'il n'y a pas eu de violence. C'était plutôt une ambiance festive. Néanmoins, si nous sommes très heureux de voir ce mur s'écrouler, nous sommes inquiets des conséquences, surtout financières, de la réunification du pays qui semble un objectif atteignable, même si Grenz, le président du Conseil d'État de la RDA, a précisé que rendre la frontière plus perméable ne veut pas dire la briser. Et aujourd'hui, les 4 partis inféodés au CED s'en sont désolidarisés, demandant que son rôle dirigeant soit supprimé de la Constitution, réclamant l'organisation d'élections libres et élisant le réformateur Hans Modrow Premier ministre. Si des élections libres ont lieu, la voix du peuple décidera. Or, les Allemands de l'Est voient l'Ouest comme un paradis de la consommation, persuadés que tout le monde y roule dans de grosses voitures. L'issue d'élections libres laisse peu de doute. Et le jour où une réunification aura lieu, comment la majorité des Allemands de l'Ouest vont-ils les considérer, ces compatriotes, qui ne connaissent pas le mode de production capitaliste? Jusque-là, à l'Est, si leur Allemagne n'incarnait pas la liberté, elle constituait un gage de sécurité et de plein emploi, du moins pour celui qui ne se mêlait pas de politique. C'est comme si les Allemands de l'Ouest et ceux de l'Est vivaient sur 2 planètes différentes. Qui vivra verra.
Nous ne pensions pas connaître une Allemagne de nouveau unifiée un jour, et nous savons désormais que c'est imminent. J'en suis heureuse pour Walter, car si mon rêve était une Europe unie, un principe posé en particulier sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne de l'Ouest, même si le discours de Winston Churchill à Zurich en septembre 1946 avait été déterminant, ainsi que le rôle des pays du Benelux et de l'Italie, celui de Walter était de voir son pays réunifié. Mon Europe avait vu le jour avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, puis le traité de Rome en 1957, qui avait créé la Communauté économique européenne d'abord à 6, puis 9, 10 et enfin 12 depuis 1986. Celui de l'amour de ma vie était en voie de devenir une réalité. Et ce jour-là, nous serons encore là, tous les deux, main dans la main, amoureux comme au premier jour, entourés de nos enfants, tous franco-allemands et fiers de l'être, et de nos petits-enfants qui ont également la double nationalité.